Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour François Levin. Bonjour. Alors vous êtes doctorant en philosophie, vous avez aussi travaillé au Conseil national du numérique et notamment sur le rapport Villani sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on doit s'inquiéter que les algorithmes remplacent le travail ? Je pense que c'est une question qu'il faut un peu décortiquer pour déceler ce qu'elle cache, ce qu'elle dissimule. Je pense qu'en vérité, la question ne se pose pas comme ça. On l'a beaucoup posée de manière générale en disant est-ce qu'il va y avoir un certain nombre d'emplois qui vont être automatisés ? Donc c'était le cas lors des élections présidentielles. Donc des débats qui sont très généraux, très abstraits. Et il s'agit plutôt de montrer qu'il y a plusieurs décalages à faire autour de cette question. D'abord, il y a un décalage en termes d'emploi exactement. Qu'est-ce qui va être automatisé ? On se rend compte de plus en plus qu'en fait, c'est les emplois les moins qualifiés on sont à plus haut risque d'automatisation, contrairement à ce qu'on a dit à un moment en disant c'est les chirurgiens très experts ou les avocats très experts qui vont être automatisés. On se rend compte qu'en fait, ça va toucher des populations qui sont déjà des populations qui sont précarisées et qui ont des emplois potentiellement à faible valeur ajoutée. Et donc ça, c'est le premier décalage. Le deuxième décalage, il est géographique. Où est-ce que ça va avoir lieu ? Et encore une fois, on se rend compte que ça va avoir lieu dans des territoires qui sont déjà des territoires qui sont fragilisés, et non pas dans les grandes métropoles. Le troisième décalage, c'est peut-être de dire que cette question de l'automatisation, il y a un livre d'Antonio Casilli qui vient de paraître, que je vous conseille, qui consiste à montrer que c'est souvent un terme qui cache, qui invisibilise des nouvelles formes de travail qui sont sous l'intelligence artificielle. Donc c'est le travail humain derrière l'intelligence artificielle, un peu à la manière de le Turc mécanique, qui était une sorte d'automate au XVIIIe siècle et qui a donné son nom à la plateforme du même nom, donc d'Amazon, l'Amazon Mechanical Turk, qui est une plateforme qui a pour objectif de mettre en relation des travailleurs, qui sont des travailleurs du clic d'une certaine manière, qui sont des travailleurs souvent à l'étranger, dans des pays en voie de développement, et des grandes plateformes numériques qui développent de l'intelligence artificielle. Alors que font ces travailleurs ? Ils cliquent, ils reconnaissent ces données, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour entraîner les nouveaux modèles d'intelligence artificielle, il faut des données qui sont des données qu'on appelle labellisées, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître, par exemple, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est une voiture, là il y a un panneau de signalisation. Ce qu'on fait tous quand on fait, par exemple, quand on répond par exemple à ce qu'on appelle des CAPTCHA, c'est-à-dire est-ce que vous avez parfois sur des pages web, est-ce que vous êtes un robot et vous allez devoir reconnaître un certain nombre d'images. Donc ça c'est du travail bénévole, donc ce qu'on peut appeler du digital labor. Donc déjà on travaille tous de manière un peu informelle. Et ensuite, ce travail informel que nous, on produit tous en tant que consommateurs, il y a des plateformes donc, qui l'externalisent massivement et qui l'organisent pour en faire un travail très précarisé, très invisibilisé, qui est derrière l'intelligence artificielle. Et ça, c'est le point auquel il faut faire attention quand on parle d'automatisation des emplois. C'est qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça recèle. Je pense qu'il y a une dernière chose que ça recèle qui est importante, c'est le transfert de valeur. Quand on parle d'automatisation, la question, c'est de savoir plutôt que de dire quels emplois vont être supprimés, enfin, en corrélation avec le fait de se poser la question des emplois qui vont être supprimés, il s'agit de savoir où la valeur va remonter. Ça, c'est toute la question. Par exemple, si on prend un cas qui est un cas qui est particulièrement significatif parce qu'il emploie énormément de gens, le cas de l'industrie automobile, on se rend compte que les employés de l'industrie automobile, enfin qu'aujourd'hui l'industrie automobile voit une valeur, dans une voiture, il y a une grande partie de la valeur ajoutée qui est captée par le logiciel. Et dans le cas d'une voiture autonome, on peut imaginer que 70% de la valeur ajoutée soit captée par le logiciel. Donc du coup, par une entreprise qui serait composée d'ingénieurs, d'informaticiens et également de travailleurs du clic invisibilisés, externalisés, évidemment, mais qui capterait l'ensemble de la valeur, et une entreprise automobile ne produirait plus que de la carrosserie, des roues, et donc l'emballage de la voiture et de l'intelligence de la voiture. À ce moment-là, tous les employés qui sont automatisés à l'intérieur de cette industrie, cette automatisation est plutôt le nom d'un décalage entre les différentes fonctions à l'intérieur de la société. Et alors, si on prend le problème dans l'autre sens, est-ce que vous trouvez que la société est en train de s'adapter ou peut potentiellement bien s'adapter à tous ces changements liés à l'arrivée des algorithmes et la robotisation ? Il y a plusieurs manières de poser la question. La manière de poser la question, et ça peut-être qu'on y viendra ensuite, sur la manière de produire globalement, c'est-à-dire comment on change de manière de produire pour répondre à un certain nombre de problèmes. Et aussi l'autre question, et c'est peut-être un des derniers points quand on parle d'automatisation à avoir en tête,
c'est la question de la manière dont va être, disons, mise en place l'intelligence artificielle à l'intérieur des sociétés et des organisations. Et là, c'est une des vraies questions et qui est souvent la question de l'automatisation bouge cette question-là. C'est-à-dire que les emplois vont être très largement modifiés, pas forcément automatisés, mais très largement modifiés. Les tâches vont être modifiées, certaines tâches vont être plus automatisées que d'autres, et chacun potentiellement va voir son travail très largement automatisé, mais en fait perdurer. Et du coup, toute la question, ça va être de savoir comment on fait en sorte que le développement de l'intelligence artificielle ne conduise pas à une sursubordination, soit par le biais de l'externalisation, donc là c'est le modèle Uber évidemment qu'on connaît, donc de dire voilà, l'introduction du logiciel va en fait faire en sorte que l'entreprise ait une coquille, une plateforme qui sursubordonne en les rendant indépendants, paradoxalement évidemment, des employés, ou inversement, c'est l'autre contre-modèle qu'on pourrait imaginer, c'est l'entrepôt Amazon. L'entrepôt Amazon, c'est une situation de sursubordination absolue, puisque les employés qui sont subordonnés à Amazon, qui sont employés, obéissent au quotidien et de manière extrêmement fine à un algorithme qui commande leur déplacement à l'intérieur de l'entrepôt. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur l'entrepôt Amazon, on se rend compte que tous les objets sont placés de manière quasi aléatoire dans les rayonnages pour optimiser le temps de placement, donc on ne les classe plus. Mais en fait, ce qui les classe, c'est l'algorithme qui, lui, optimise les trajets. Et donc, du coup, les employés suivent des indications algorithmiques qui optimisent leurs trajets. Et donc, dans les entrepôts Amazon, il y a un développement d'une souffrance au travail qui est assez impressionnante parce qu'elle est très nouvelle dans la mesure où ça conduit les gens à ne plus se parler entre eux, à avoir des rythmes horaires qui ont été calibrés en amont et qui, du coup, sont extrêmement serrés et qui conduisent évidemment à un certain nombre de souffrances au travail. Et ça, c'est les deux grands modèles de complémentarité négative, on peut dire, entre l'algorithme et le travail humain. Et donc, du coup, il s'agira plutôt à côté de la question du transfert de valeur, par exemple, dont on pourra parler ensuite, il s'agit d'abord de penser comment, à l'intérieur des organisations, avant de penser le remplacement global du travail par les robots, comment on peut organiser, notamment par un dialogue syndical qui n'existe pas aujourd'hui très clairement sur ces sujets. Donc, comment on peut organiser un dialogue à l'intérieur de l'entreprise, syndical, un dialogue aussi de chaîne de valeur pour aller récupérer cette valeur-là. Parce que lorsque les employés de Peugeot seront en grève parce qu'ils verront leur emploi automatisé, la question, ça sera plus que d'aller voir directement la direction de Peugeot, ce sera d'aller voir la direction peut-être de Google, peut-être de la start-up qui a récupéré toute la valeur en construisant la voiture autonome. Et donc c'est cette question-là qui paraît centrale lorsqu'on parle d'automatisation. Alors vous dites qu'il n'y a pas de dialogue syndical sur cette question-là, mais pour autant, est-ce que l'État a envie, est-ce qu'il montre de l'appétence pour ces sujets-là? Est-ce qu'il a envie de rentrer dans les entreprises, par exemple, sur la question, par exemple, des entrepôts Amazon, pour dire, bon, bah voilà, moi, en tant qu'État, je vais dire ce qu'il faut faire, je vais essayer de réguler, ou est-ce qu'il est complètement absent de ces problématiques? Aujourd'hui, l'État a du mal à capter ces problématiques, sûrement parce qu'il ne le veut pas, et sûrement parce que ça va contre l'idée qu'il s'agirait de favoriser un développement de l'intelligence artificielle, quoi qu'il en coûte d'une certaine manière. Et on se rend compte que l'État est beaucoup plus présent sur les questions de développement économique sur ces secteurs-là, avec un certain nombre... Alors, il y a plusieurs manières de le faire. La manière dont c'est fait, c'est un certain nombre d'incitations à des grandes entreprises à venir s'installer, etc. Et que sur les questions du travail, des conditions de travail et surtout d'expérimentation, parce qu'il semble que c'est ça qui soit le plus important, c'est d'essayer d'expérimenter des nouvelles formes de travail autour de l'intelligence artificielle, autour de l'automatisation et notamment autour du changement de compétences et de carrière pour des gens qui potentiellement vont être automatisés. Et ça peut être des dispositifs qui peuvent être ciblés géographiquement, ciblés certaines professions. Donc en effet, l'appétence de l'État et particulièrement de ce gouvernement sur ces questions-là, c'est une appétence qui est assez limitée, disons. Peut-être parce que, en effet, ça va aller contre l'idée d'un récit qui serait un récit un peu féerique autour du développement de l'automatisation et des bénéfices qui en découleraient. Mais est-ce qu'il a quand même, l'État, les outils pour réguler ce monde des algorithmes? Ou est-ce que ça lui échappe complètement? Et parfois, on a l'impression en fait, que l'État, voire des coalitions d'États, n'ont plus aucune prise sur des entreprises comme Google, Facebook, qui sont beaucoup trop loin, beaucoup trop spécialisées et beaucoup trop puissantes en fait.
Alors, en Europe particulièrement, l'État a largement bridé sa propre capacité de produire une politique industrielle. Notamment du fait du mythe, qui est en partie vrai, mais du fait du mythe d'un développement parfaitement horizontal, parfaitement organisé dans des garages, dans des arrière-cours, etc., qui serait au fondement du développement du numérique. Et aussi, évidemment, à cause du discours libéral qui a consisté à dire il ne faut plus qu'il y ait des interventions étatiques, il ne faut plus des interventions industrielles fortes pour soutenir les secteurs. On se rend compte en vérité qu'aux États-Unis, évidemment que la culture hippie de San Francisco, qu'un certain nombre de manières de travailler, de manières de faire ont été les ferments de la culture numérique telle qu'elle a existé et du développement de ces industries-là. On se rend compte aussi évidemment que la CIA par exemple, mais aussi l'État américain et l'armée américaine plus précisément, étaient très présents au début du développement du numérique. Et maintenant encore, l'alliance entre les géants du numérique et l'État américain est très forte et on se rend compte au quotidien sur les régulations qui sont passées notamment au niveau européen, que ce soit pour le RGPD, donc qui est le dernier grand règlement de règlement autour des données personnelles qui est passé au niveau européen et qui a été l'objet d'une bataille hallucinante entre les géants américains et les Européens qui ont tenu cette fois-ci, mais aussi sur beaucoup d'autres sujets où les Européens cette fois n'ont pas tenu, notamment sur le libre transfert de données. Il y a quelque chose qui s'appelle la libre circulation des données et qui est un des grands sujets des Américains pour permettre à leurs entreprises de capter les données européennes et de les traiter aux États-Unis. Sur ces sujets-là, le lobbying est très très puissant et les autorités américaines et les GAFA par exemple, marchent vraiment la main dans la main. Donc la question de savoir s'il y a une possibilité de renverser la vapeur, évidemment qu'il y a une possibilité toujours de renverser la vapeur. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué parce qu'on a souvent tendance à penser la politique industrielle, notamment en France, évidemment, ce qui est d'ailleurs parfois en contradiction avec les autres pays européens. On a souvent tendance à penser la politique industrielle sur le mode sur lequel on a pensé la politique industrielle dans les années 50, 60, 70. Or, pour le numérique, il semble que ce soit plus compliqué et qu'on a aussi en tête, et ça qui est compliqué avec ce sujet-là, il ne faut pas faire de simplification, on a aussi en tête les échecs qu'il y a pu y avoir autour de grands projets industriels qui ont été menés notamment en Europe et en France, par exemple le cloud souverain, par exemple le projet Quaero, par exemple tout simplement l'Office national de paie, le logiciel Louvois, etc., qui ont été des grands projets industriels numériques ou industriels informatiques menés en France et en Europe et qui ont beaucoup refroidi les ardeurs d'un certain nombre de personnes à l'intérieur de l'État qui prenaient pour une politique industrielle forte. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où il paraît plus compliqué d'affirmer ça. Néanmoins, il semble qu'il y ait une nécessité de repenser une politique industrielle profondément et de la repenser pas forcément, et c'est ça peut-être l'enjeu, pas forcément pour faire un Google ou un Facebook européen. Et peut-être que le point il est là, donc là c'est plutôt d'ouvrir un champ de réflexion plutôt qu'affirmer quelque chose de très précis, mais il semble que si on veut répondre aux problèmes écologiques que pose de manière notoire le développement du numérique, si on veut répondre aussi aux problèmes dont on parlait tout à l'heure du travail, si on veut répondre aussi à des objectifs de politique publique, on se rend compte qu'aujourd'hui, les grandes entreprises de numérique ont leurs propres objectifs qui correspondent à des objectifs, par exemple, de l'économie de l'attention, par exemple, de captation des données personnelles, par exemple, qui sont donc des objectifs… Faire remonter des vidéos de chats et nous coller des publicités. Exactement. Et ces objectifs-là, ce n'est pas les objectifs d'intérêt général. Et donc on essaye tant bien que mal, aujourd'hui ce que fait le gouvernement, tant bien que mal par des incitations, par des appels à projets, etc., d'orienter le développement de l'intelligence artificielle. Et la question est donc de créer potentiellement des champions européens ou des champions français. La question c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment envie de créer des champions européens, des champions français qui fassent la même chose, mais qui soient européens et français. C'est toute l'ambiguïté de ce genre de questionnement. Et il semble plutôt qu'il faille penser une autre économie, et ça, à l'intérieur des développements du numérique, il existe d'autres manières de produire, il existe d'autres manières de travailler, il existe d'autres manières de faire des choses ensemble qui peuvent être des choses extrêmement innovantes, extrêmement à la pointe, et qui ne soient pas fondées sur des monopoles comme ceux de Google et ça. Donc là, évidemment, on pense au logiciel libre, on pense au commun, on pense à d'autres manières de faire du numérique, de faire de l'industrialisation numérique, mais qui ne soient pas des politiques industrielles qui conduisent à l'émergence de conglomérats dont on aimerait qu'ils soient français, mais dont on ne comprend pas bien pourquoi ça serait mieux si c'était français que si c'était américain. Merci beaucoup François Lévin.